Bonjour, aujourd'hui cette vidéo sera un peu particulière car je vais vous lire une poésie. Pas n'importe quelle poésie, car celle-ci concerne une partie d'échecs, jouée en 1834. Alors cette année-là, le meilleur joueur d'échecs français de l'époque, un certain Louis-Charles Mahé de la Bourdonnais, se rend à Londres pour affronter le meilleur joueur de Grande-Bretagne, Alexander McDonnell. Pour être précis, disons que McDonnell est irlandais. L'enjeu, tout simplement, déterminer le meilleur joueur d'échecs entre ces deux nations, et un petit peu par extension, le meilleur joueur d'échecs du monde civilisé. Rappelons que le titre de champion du monde d'échecs n'existe pas encore. Le premier titre officiel sera créé un peu plus de 50 ans plus tard, en 1886, et ce premier champion du monde officiel sera Wilhelm Steinitz. Mais revenons en 1834. Donc Labourdonnais et McDonnell vont jouer ensemble de juin à octobre 1834 au Westminster Chess Club, une série de 6 matchs pour un total de 85 parties. Le Français domine assez nettement son adversaire et il remporte 4 des 6 matchs. Disons que le 6e match est interrompu et ne se terminera pas. Pour l'anecdote, les parties démarraient vers midi et duraient parfois plus de 7 heures. Rappelons qu'il n'y avait pas encore de pendule d'échecs. Ainsi, Labourdonnais était un joueur réputé pour jouer très vite, tandis que McDonnell était un joueur réputé pour être très lent, passant parfois plus de 2 heures de réflexion pour jouer un seul coup. Alors, Labourdonnais, en attendant, il buvait un café, il lisait son journal, etc. Il discutait même avec d'autres. Mais revenons à la poésie. Donc 2 ans après ce match, en 1836, un certain Joseph Méry décide de mettre en vers une victoire de Labourdonnais dans ce match. Il s'agit de la 17e partie du premier des 6 matchs. Méry intitule la partie « Une revanche de Waterloo », référence à la bataille finale perdue par Napoléon le 18 juin 1815 face aux Anglais. Joseph Méry est un écrivain et poète français un peu oublié. C'était un ami de Balzac, d'Hugo, de Dumas, etc. Alexandre Dumas le décrit ainsi. C'est une de ces créatures à part que Dieu a faites en souriant, et dans laquelle il a mis tout ce qu'il y a de bon, d'élevé et de spirituel dans les autres hommes. Méry, c'est un cœur d'ange, c'est une tête de poète, c'est un esprit de démon. Méry est également l'ami du joueur d'échecs Labourdonnais. Ensemble, ils fondent en 1836 la première revue, dans le monde, entièrement consacrée aux jeux d'échecs. La revue Le Palamède. La poésie écrite par Méry se découpe en 4 grandes parties. Une longue introduction, que je ne lirai pas, la description de l'échiquier avant la bataille, la partie proprement dite, et enfin une conclusion. À noter que Méry se trompe sur la nationalité de McDonnell en disant qu'il est écossais, alors comme je l'ai indiqué, il est irlandais. Vous trouverez la partie et l'intégralité du texte de la poésie de Méry sur le blog du Cavalier de la Tourelle ou sur mon blog historique dédié au Café de la Régence, ce lieu central du jeu d'échecs en France, voire dans le monde, tout au long du XIXe siècle. Avant de démarrer la lecture du texte de Méry, je souhaite ajouter qu'à ma connaissance, il n'existe pas de dessin d'Alexander McDonnell. Sur la photo que vous voyez présentement, on voit la seule représentation connue de Labourdonnais, un portrait de Méry, un portrait parmi d'autres, il y en a d'autres qui sont connus, et une peinture de la bataille de Waterloo par Andrieux. Donc au sujet de McDonnell, on trouve plusieurs gravures indiquant qu'il s'agit d'Alexander McDonnell sur Internet, mais c'est simplement un homonyme, et ce n'est pas ce joueur irlandais dont Méry décrit la partie contre Labourdonnais. Donc nous allons commencer par l'introduction plutôt la description du champ de bataille avant la bataille que Méry fait de l'échiquier. Le champ clos a croisé 64 cases. Aux 2 extrémités, les tours posent leur base. Ces formidables tours, ces tours qu'un doigt savant
comme au siège romain fait rouler en avant. Sur des chevaux sans mort, des cavaliers fidèles, lestes et menaçants, se placent auprès d'elle. À franchir 2 carrés, ils bornent leur élan et tombent de côté sur les noirs ou les blancs. Ces pièces vont ainsi, l'amitié les a jointes, aux fous sages guerriers qui partout font des pointes. Puis, la dame se place et garde sa couleur. Nul combattant du jeu ne l'égale en valeur. Elle vole d'un bond de l'une à l'autre zone, c'est Camille au pied leste, invincible Amazone. Elle veille et défend les pièces d'alentour, par la force du fou réunie à la tour. Près d'elle, le roi siège, hélas, il garde un trône que mine le complot, que l'astuce environne. Ce monarque, toujours menacé du trépas, pour tromper l'ennemi, ne peut faire qu'un pas. Toutefois, quand sa force est enfin abattue, par respect pour son nom, personne ne le tue. Il est échec et mat. Son dernier jour à lui, et tous ses serviteurs sont morts auprès de lui. 8 modestes pions, soldats de même taille, gardent l'état-major sur un front de bataille. Un pas leur est permis, 1 ou 2, jamais 3, troupes viles immolées aux caprices des rois. Ils ne prennent qu'en pointe, et pourtant il arrive qu'un d'eux, soldat heureux, aborde l'autre rive. Alors il se grandit, ce soldat parvenu, des dépouilles d'un chef habille son corps nu, il se métamorphose en tour, il devient reine, il choisit dans les morts, étendu dans l'arène, un chef de sa couleur, par sa force cité, le repion le touche, il l'a ressuscité. Donc avant de poursuivre avec la partie, donc on voit que Méry décrit en fait toutes les pièces de l'échiquier et s'attarde sur la marche du pion et en décrit la promotion qu'il indique soit en tour, soit en reine. Alors on dit plutôt en dame. Donc dans cette partie, dont je vais lire le texte de Méry, donc Macdonnell joue avec les noirs et Labourdonnais a les blancs et commence la partie. Et je jouerai les coups sur l'échiquier. L'Écossais Macdonnell a tiré la clé mort, c'est lui qui doit guider les soldats du roi mort. Calme et méditatif, économe du sang, il marche avec lenteur sur ce terrain glissant. Labourdonnais, plus vif, fait jaillir de sa tête en rapides éclairs la foudre toujours prête. Il entrevoit déjà l'œil fixé sur le but, la fin de la bataille au moment du début. Ainsi Napoléon, dans sa tête profonde, voyait tout à la fois sur l'échiquier du monde. Le roi blanc a donné le signal des combats, le pion de sa dame avance et fait 2 pas. Le voisin, aussitôt, parcourt le même espace. Le pion du fou blanc de la dame se place, audacieux Gambit, près de son frère blanc. Et percé par le noir, il tombe sur le flanc. Le pion du roi blanc, qu'un noble zèle embrase, se sépare de lui, ne franchit qu'une case. Le pion du roi noir, beaucoup plus hasardeux, affrontant son voisin, soudain en franchit 2. Le fou du roi d'ivoire alors brise sa chaîne, en faisant 4 sauts, prend le pion d'ébène. Le soldat du noir enlève le pion que la dame avait pour champion. Le pion du roi blanc remplit la même tâche. L'écuyer du roi mort à l'instant se détache et se cabre la bride abattue à son cou, à la 2e case au devant de son fou. Soudain, le cavalier serre de la reine blanche, à 2 pas de son fou sur l'échiquier se penche. Mais le fou du roi noir, esclave de sa loi, se glisse au carré vide au devant de son roi. Le monarque des Blancs, Labourdonnais l'inspire, d'un signe intelligent,
à son doigt familier, à 2 pas de son fou, place son cavalier. Aussitôt, le roi noir profite de l'aubaine et roque lestement avec sa tour d'ébène. La dame d'Avenel, qu'alarme un juste effroi, jette son fou joyeux à 2 pas de son roi. Le pion noir du fou de l'Amazone noire fait un pas, le pion gardant la tour d'ivoire. La tour du roi des Blancs, je recommence, fait un pas, le pion gardant la tour d'ivoire, la tour du roi des Blancs fait un pas en avant, et gêne un fou rival avec ce trait savant. À sa 2e case, alors la noire dame jette son cavalier qui va servir sa trame. Pour prévenir le choc du mort cavalier, le fou du roi des Blancs se pose en bouclier au 3e relais du cheval de la reine. L'écuyer noir qui sert la noire souveraine, à sa 3e case, à l'instant s'est bloqué. Avec sa propre tour, le roi blanc a roqué. Le cavalier du roi noir lui réclame une 3e place en avant de sa dame. Le pion de la tour de la dame des Blancs fait 2 pas, fort adroit, quoique simple et lent. Comme un singe moqueur, à l'adverse limite, le même pion noir devant sa tour limite. Le cheval du roi blanc se place en palefroid, à 4 pas devant la case où fut son roi. Le fou de dame noire a fait une sortie, agitant ses grelots, cet aimable insensé, à 2 pas de son roi, s'est finalement placé. Le fou du roi des Blancs se glisse en téméraire à la case en avant de celle où fut son frère. Le pion noir du fou royal marche 2 pas. L'Amazone des Blancs ne s'en alarme pas, devant la case noire où fut jadis son maître, elle vient aussitôt se faire reconnaître. Le pion noir du fou royal alors se meut et chemine d'un pas, c'est là tout ce qu'il peut. Le fou de dame blanche à la 2e case, de la susdite dame arrive et prend sa base. La noire qui veillait à son vierge terrain se pose sur le trône où fut son souverain. L'Amazone des Blancs, soigneuse de leur gloire, dans la case du roi bâtit sa tour d'ivoire. Le fou de dame adverse, agile champion, recule auprès du roi pour sauver un pion. C'est le coup décisif, car la blanche Amazone, déjà du roi des Noirs, voit chanceler le trône. À travers ce chaos d'amis et d'ennemis, heureuse, elle entrevoit son avenir promis. La science de l'art ne l'aura point trompée. Elle tient son triomphe après 9 coups d'épée. Les Noirs la voient tomber avec des yeux d'effroi, 3 cases en avant du camp où fut son roi. Du cavalier royal, le pion noir s'élance, d'un seul pas. Le fou blanc de la dame s'avance, prend le pion du fou. Le fou du prince noir. Le cavalier du mort, épris d'un vain espoir, veut venger son ami. D'un fameux coup de lance, il perce le fou blanc, le jette à l'ambulance. Malheureux cavalier, l'aveugle Macdonnell croyait la dame blanche au château d'Avenel.
Elle est là. Son bras fort renverse sur la reine l'insolent écuyer qui pressait une reine. C'est alors qu'un vrai fou, d'une dame, un fou noir, dans sa tête insensée, a mis un fol espoir. Il se fait en lui-même une imprudence phrase. Si je prenais, dit-il, la 4e case, en face du carré que le fou, mon rival, occupait au début, à côté du cheval, ce poste m'obtiendrait une victoire sûre, je menace les blancs d'une double blessure. La Bourdonnais n'a pas prévu ce mauvais tour. S'il veut sauver sa reine, alors je prends sa tour. Après je serai pris, tant mieux, cela m'arrange. La tour vaut mieux qu'un fou, nous gagnerons l'échange. Après ce beau calcul, digne d'un insensé, sur le carré dépeint ce vieux fou s'est placé. La Bourdonnais sourit. Par un coup de génie, l'avidité des Noirs sera bientôt punie. Le général français avait bien attendu que les Noirs tomberaient dans le piège tendu. L'Amazone des Blancs prend la 3e case, où la tour du roi mort eut sa première base. Le fou de Dame Noire, à l'instant, prend la tour. Le fou blanc de son roi, ravisseur à son tour, prend le pion placé devant l'écuyer mort. Il sait qu'il va mourir. Cette mort, il l'implore. Sache fou déjà, qui déjà, quoique mourant, peut voir le redoutable mat planant sur le roi noir. Le pion noir, qu'il vient de provoquer en face, étourdi fanfaron, en pointe le terrasse. Et tombe au même instant sous le blanc cavalier, qui tout près de sa reine accourt se rallier. L'écuyer africain, qu'un grand péril réclame, bondit sur le carré, veuf du fou de la dame. Alors, marchant 3 fois, l'Amazone au teint blanc donne échec au roi noir qui fuit d'un pas tremblant. Sa fougueuse ennemie, à sa perte acharnée, poursuit sa vive lutte avec art combiné. Elle voit son triomphe et, reculant d'un pas, menace encore ce roi d'un imminent trépas. Le prince fugitif, dont le tombeau s'apprête, n'a plus qu'un seul abri pour reposer sa tête. Il s'y place. Aussitôt, des Blancs, le cavalier en face de ce roi sait bien se replier. Soudain, le fou des Noirs, dont l'audace endormie trouvait une prison sur la ligne ennemie, à gauche obliquement fait 3 pas, et sa main nargue la dame blanche au bout de son chemin. Insensé, tout à coup, s'ébranlant sur ses bases, la tour d'ivoire roule, elle franchit 6 cases, et vers le camp rival, semant un long effroi. Serre d'un vif échec le triste et sombre roi. Hélas, ce roi puissant, que personne n'envie, n'a plus qu'un seul abri pour défendre sa vie. Il y court. L'Amazone, enlevant tout espoir, fait un pas en arrière et bloque le roi noir. Oh, quel toit lui donner, quel refuge lui reste à ce prince frappé du sort fatal d'Oreste. C'est la 3e case en avant de son fou. Alors un vil pion, venu je ne sais d'où, un obscur fantassin, un pion prolétaire, qui depuis le début clouait son pied sur terre, un faible pion blanc que l'œil put oublier à sa case devant le royal cavalier. Un soldat inconnu, sans blason dans l'histoire, sous un mat décisif, va fixer la victoire, et par un double bond, s'élançant de son coin, il crie au roi des Noirs, tu n'iras pas plus loin. Donc maintenant, nous allons passer à la conclusion du texte de Méry. La partie est terminée. La Bourdonnais a maté
le roi de Macdonnell après une très belle attaque. À ce grand coup d'un nain arrêtant un colosse, tous les Noirs inhumés hurlèrent dans leurs fosses. Sa reine, lui jetant un suprême coup d'œil, se rendit en exil sous sa robe de deuil. La Bourdonnais, vainqueur, sorti de cette guerre, fut sacré roi de France et roi d'Angleterre, par le droit des échecs. Le rapide océan l'annonça dans Bagdad, Cachemire, Ispahan, sous les Balkans neigeux, sous l'aride Caucase, climat où Mahomet a guidé sur la case, fou, pion, éléphant, roi, dame, cavalier, jeu que jamais ses fils ne purent oublier. L'Écossais Macdonnell, en son pays prophète, resta comme étourdi du poids de sa défaite. Il contempla longtemps, d'un œil terne d'effroi, la case malheureuse où fut maté son roi. Il le voyait, gisant sur sa dernière couche. Le God Save the King expira sur sa bouche. Puis, le vaincu d'Écosse, au regard étonné, porta dans Holyrood ce roi découronné. Joseph Méry, 1836.